Les Occidentaux fuient leur pays comme jamais auparavant, et voilà pourquoi. Les données récentes montrent une accélération nette des départs de populations qualifiées depuis les pays occidentaux, avec plusieurs millions d'actifs concernés depuis la pandémie, au point que certains évoquent désormais l'émergence d'une véritable expat-économie. Qui sont précisément ces profils qui partent aujourd'hui? Vers quelle destination se dirigent-ils? Et que révèlent ces flux sur la recomposition économique et sociale à l'œuvre dans les pays occidentaux? Il faut d'abord se méfier d'une lecture trop univoque de ces mobilités. On parle beaucoup des jeunes diplômés qui quittent la France, le Royaume-Uni ou d'autres pays développés, mais on oublie souvent qu'il existe aussi des flux inverses, parfois très significatifs. Ce que l'on observe, c'est surtout une circulation croissante de populations dotées d'un fort capital humain, c'est-à-dire des individus diplômés, qualifiés, insérés dans des secteurs où les compétences sont internationalement valorisées. Cela dispose du monde comme horizon possible et arbitre entre plusieurs espaces en fonction de ce qu'ils jugent le plus attractif. Ces départs ne se dirigent pas vers une seule zone. Pour les Français, le Canada, notamment le Québec, reste attractif en raison de sa proximité culturelle et linguistique. L'Australie attire également beaucoup, notamment parce qu'elle apparaît comme un pays offrant davantage d'espace, de possibilités d'épanouissement et moins de rigidité que la France. Mais il faut aussi compter avec les mouvements de retour, y compris depuis les États-Unis vers l'Europe, pour des raisons parfois politiques, idéologiques ou liées à la qualité de vie. Au fond, ces flux révèlent moins un exode unidirectionnel qu'une recomposition des attractivités relatives entre pays et entre grandes villes. On ne choisit pas seulement un marché du travail, on choisit aussi des conditions de vie, de travail, de sécurité, de culture et de liberté. C'est cela qui structure aujourd'hui les mobilités des populations les plus qualifiées. Pour comprendre ces dynamiques, il faut revenir à la notion de brain drain, c'est-à-dire la circulation et la captation des compétences à l'échelle internationale. Les pays développés, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, exercent un pouvoir d'attraction très fort sur les talents du monde entier. Il suffit d'observer le nombre d'étudiants étrangers dans les universités occidentales. Une partie d'entre eux ne repart pas ensuite dans leur pays d'origine, ce qui alimente directement ces dynamiques de captation des cerveaux. Mais ce phénomène ne se limite pas aux étudiants. Il se prolonge sur le marché du travail, avec des actifs qualifiés qui arbitrent entre plusieurs pays en fonction de ce qu'ils jugent le plus attractif. Et il s'inscrit aussi dans des logiques plus larges de mobilité, notamment chez les retraités, dont les choix reposent davantage sur le coût de la vie, le climat ou la qualité de vie. Des pays comme l'Espagne, le Portugal ou le Maroc attirent ainsi des populations qui cherchent à améliorer concrètement leurs conditions d'existence. On voit donc coexister plusieurs niveaux de mobilité, mais aussi un système d'échange permanent entre pays. L'enjeu n'est pas seulement de savoir qui part, mais de comprendre les soldes migratoires et les capacités d'attraction, car un pays peut à la fois perdre certains de ses talents et en attirer d'autres. C'est cet équilibre, ou ce déséquilibre, qui détermine la réalité du brain drain. Permettez-moi de commencer par une image d'éleveur. Imaginez un troupeau de vaches laitières. Belles bêtes, bien nourries aux frais de la ferme, productives au-delà de toute espérance. Depuis des décennies, on les traite matin et soir, on augmente les cadences, on invente de nouveaux prélèvements comme on invente de nouveaux tuyaux. Et puis un jour, les vaches les plus laitières remarquent qu'il y a une brèche dans la clôture. Pas une fuite panique. Une sortie tranquille, réfléchie, bagage fait. Un formulaire de départ fiscal, un billet d'avion et un sourire poli adressé à l'administration. « Merci pour tout, on se reverra peut-être ». Et l'administration a répondu par un accusé de réception, dans un délai légal de 2 mois. La vache était déjà à Dubaï. Ce n'est pas une fable, c'est de la démographie en temps réel. The Economist vient de produire la première mesure exhaustive de l'émigration brute depuis les pays occidentaux, portant sur 31 pays. Environ 4 millions de personnes ont émigré en 2024, soit 20% de plus qu'avant la pandémie. Les chiffres par pays donnent le vertige. Les départs du Canada ont bondi de 34% en 6 ans, ceux de Nouvelle-Zélande de 29%, de Suède de plus de 60%. L'Islande enregistre son niveau d'émigration le plus élevé jamais mesuré. Un rapport récent du Brookings Institution estime que 3 millions de personnes ont quitté les États-Unis en 2025. Et ne croyez pas qu'il s'agisse de retraités partant finir leur jour avec leur chat et leur abonnement à Pétanque Magazine. Les données officielles néo-zélandaises montrent que les diplômés du supérieur ont au moins 2 fois plus de chances d'émigrer dans la vingtaine. Ce sont les meilleurs, les plus formés, les plus productifs. Ceux que l'État a éduqués à grands frais pendant 25 ans et qui lui adressent, au moment de franchir la brèche, un regard à la fois reconnaissant et parfaitement déterminé. Vers où vont-ils? La plupart s'installent dans un autre pays occidental. Depuis 2019, le nombre de ressortissants occidentaux vivant dans un autre pays occidental a augmenté d'environ 2 millions,
dont plus de 40% aux États-Unis, où des Européens ambitieux affluent pour faire fortune dans l'intelligence artificielle. Dubaï a attiré massivement les entrepreneurs en quête de fiscalité véro. Le conflit iranien en cours a quelque peu refroidi les ardeurs dans la région et les plus prudents ont pivoté vers Singapour ou Abu Dhabi. Singapour reste la plaque tournante de la finance internationale. L'Irlande demeure la destination reine pour les jeunes diplômés qui veulent un poste sans traverser 6 rondes d'entretien et une épreuve de survie psychologique. Et, phénomène croissant que j'observe dans ma clientèle, la Thaïlande, le Vietnam, la Colombie ou l'Argentine, pays qui n'ont plus rien à voir avec l'image qu'on en avait il y a 20 ans. Bangkok soigne désormais mieux et plus vite qu'un service d'urgence de province française. Tout est fait pour que les Thaïlandais viennent passer leurs vacances en France plutôt que l'inverse. Ce que révèle Ciflu, un renversement historique. L'Occident a longtemps été la destination de ceux qui voulaient construire une vie meilleure. Il devient, pour ses propres enfants les mieux formés, un point de départ vers ailleurs. En fiscal, on appelle ça une perte sèche. En sociologie, on appelle ça un signal. Et en politique, on appelle ça rien, parce qu'on préfère ne pas regarder. Mais le plus stupéfiant, c'est ce que j'observe dans ma propre clientèle, et qui constitue à mes yeux le signe le plus éloquent, le plus dévastateur de la dégradation française. Des Colombiens, des Congolais, des Chinois, arrivés en France il y a 40 ou 50 ans, qui ont tout donné à ce pays. Pas des profiteurs du système social, des bâtisseurs, des gens qui ont travaillé d'arrache-pied, appris la langue, payé leurs impôts avec une ponctualité que beaucoup de Français de souche leur envieraient, élevé leurs enfants dans l'amour de la République. Ces gens-là viennent me voir aujourd'hui et me disent, avec une tristesse sincère et un pragmatisme redoutable, « Maître, je rentre. La France s'est dégradée au point que je ne la reconnais plus. Et mon pays d'origine, celui que j'avais fui parce que c'était un désastre, s'est entre-temps transformé en Eldorado. » Lisez bien ce retournement. Ce ne sont pas des idéologues. Ce ne sont pas des déçus du socialisme ou des ultralibéraux en quête d'optimisation fiscale. Ce sont des gens qui ont aimé la France assez fort pour tout quitter et venir s'y construire une vie. Et qui, après une vie entière ici, font le même calcul que les jeunes diplômés de Sciences Po. La balance penche de l'autre côté. La Colombie de 2026 n'est plus la Colombie de 1980. La France de 2026 n'est plus la France de 1980 non plus, et pas dans le même sens. C'est peut-être le signe qui devrait faire le plus réfléchir. Quand ceux qui ont choisi la France par amour commencent à la quitter par lucidité, le problème n'est plus conjoncturel, il est structurel. Dans quelle mesure ces départs traduisent-ils un arbitrage rationnel face à des environnements devenus moins compétitifs ? Que fuient concrètement ces actifs occidentaux ? Pression fiscale, coût de la vie, ralentissement économique, climat politique, et que recherchent-ils en retour ? Plus largement, que révèlent ces mobilités croissantes sur l'état économique, social et politique des pays occidentaux aujourd'hui ? Ces mobilités relèvent bien d'un arbitrage rationnel, mais d'un arbitrage rationnel tel qu'il est perçu par les individus eux-mêmes. Il y a toujours une part de subjectivité. Chacun lit sa situation à partir de ses propres attentes, de son âge, de sa situation familiale, de ses perspectives professionnelles. Un jeune actif seul ne fera pas les mêmes choix qu'un couple avec enfants. C'est pourquoi il faut éviter toute explication simpliste. Ce que recherchent ces actifs ne se réduit pas aux revenus nets ou à la fiscalité. Bien sûr, les conditions économiques comptent, mais elles ne suffisent pas à expliquer les départs. Il faut y ajouter les conditions de travail, les perspectives de carrière, le sentiment de liberté, la possibilité d'échapper à certaines formes de contraintes sociales jugées enfermantes, ainsi que le climat politique ou idéologique. À l'inverse, ils cherchent des environnements dans lesquels ils estiment pouvoir mieux vivre, mieux travailler, voire simplement respirer davantage. Entre logique d'optimisation individuelle et déséquilibre structurel des modèles occidentaux, ces mobilités dessinent une ligne de fracture encore mal comprise. Ces mobilités disent donc quelque chose de l'état des sociétés développées, mais pas nécessairement dans le sens d'un déclin homogène. Elles montrent surtout que les pays sont désormais mis en concurrence sur plusieurs dimensions à la fois. La qualité de vie, la sécurité, l'offre culturelle, la vitalité des métropoles, les opportunités professionnelles ou encore les externalités positives jouent un rôle majeur. La France, par exemple, continue de bénéficier d'atouts réels en matière de qualité de vie, de ressources culturelles, de métropoles attractives et de protection sociale. Il faut donc penser ces mobilités comme des ajustements complexes et non comme une simple fuite devant l'impôt. Que fuit-il ? Un empilement. Une accumulation patiente, presque artistique, de raisons de partir. La France n'a pas commis une seule faute rédhibitoire. Elle a commis 1000 petites fautes répétées, et c'est bien plus grave, parce que personne n'est jamais tenu responsable d'aucune d'entre elles. C'est le génie du collectif irresponsable. The Economist identifie 3 moteurs principaux. D'abord, la pandémie a normalisé l'arbitrage géographique. Une fois que les entreprises ont accepté qu'un salarié pouvait travailler efficacement depuis une table de cuisine à 3 heures, le verrou mental a sauté. Il ne se referme pas.
Les multinationales américaines dans le conseil et les technologies emploient aujourd'hui 36% de personnes supplémentaires à l'étranger par rapport à 2019. Ensuite, la fiscalité. Au Royaume-Uni, le taux effectif d'imposition du 1% le plus riche est passé de moins de 35% dans les années 2000 à environ 40% aujourd'hui. En France, c'est la même trajectoire, aggravée d'un enthousiasme créatif pour l'invention de nouveaux prélèvements. Taxe foncière qui double en 5 ans dans certaines villes, CSG qui grimpe, exit tax à la sortie et cerise sur la bûche de Noël, LFI a tenté en octobre 2025 d'instaurer un mécanisme imposant les Français partant dans un pays à fiscalité inférieure de plus de 40% pendant 10 ans après leur départ. C'est la politique du harpon. Partez si vous voulez, mais en garde le fil. Le texte a été rejeté à une voix près, 131 pour, 132 contre. Une voix. Quelqu'un a dû aller aux toilettes au bon moment. Cet amendement reviendra. Les mauvais projets fiscaux sont comme les résidus de colle sur les meubles Ikea. Vous croyez les avoir éliminés et 3 semaines plus tard, votre main y reste collée. Le détail le plus savoureux, LFI et le RN avaient voté ensemble pour, main dans la main, dans un de ces moments d'union sacrée que seule la passion du prélèvement fiscal peut produire. C'est l'abstention des socialistes qui a coulé le projet, pour l'instant. Troisième moteur, la politique. Mais en France, le phénomène est encore plus saisissant parce qu'il transcende tous les clivages. Dans ma clientèle, quelle que soit la profession, l'orientation politique ou la croyance religieuse, le diagnostic est unanime sur 2 sujets, et c'est là qu'il faut s'arrêter. L'école. Le ministre de l'Éducation nationale met son propre enfant dans le privé. Des familles musulmanes, des familles juives inscrivent leurs enfants dans le privé catholique pour garantir une éducation de qualité. Ce n'est pas un paradoxe pittoresque, c'est le pilote de ligne qui débarque à l'aéroport en train. Il sait quelque chose que les passagers ne savent pas encore. Il y a certes des établissements publics d'excellence qui tiennent le haut du pavé, mais ils sont devenus l'exception qu'on cite pour ne pas regarder la règle en face. La médecine. Les délais aux urgences s'allongent, les sous-effectifs de médecins s'aggravent, et surtout, le médecin est devenu un opérateur de protocole. Il entre, il coche, il regarde l'écran, il conclut. Vous avez le temps de vous rhabiller. Le temps de poser une deuxième question, non. Ce n'est pas de la médecine, c'est une hotline avec ordonnance. Pendant ce temps, en Asie ou en Colombie, des médecins formés dans les meilleures universités occidentales ont su conserver cette compétence fondamentale. Ce que fuient ces actifs au fond, c'est la médiocrité organisée. Et la médiocrité organisée ne se réforme pas par décret, elle se quitte. Au-delà des considérations économiques, ces mobilités traduisent-elles une rupture plus profonde entre une nouvelle génération mobile, globalisée, et des États-nations perçus comme contraignants? Assistons-on à une redéfinition du lien entre citoyenneté, territoire et contribution fiscale? Oui, il existe sans doute une transformation plus profonde, en particulier chez les jeunes générations les plus diplômées. Une partie d'entre elles a désormais l'espace mondial comme espace de référence. Elles se projettent moins spontanément dans un cadre strictement national et comparent beaucoup plus facilement les grandes villes, les opportunités, les modes de vie et les environnements professionnels à l'échelle internationale. Pour autant, je me méfierais d'une lecture qui ramènerait cela à une rupture franche entre individus mobiles et États-nations purement contraignants. D'abord parce que les attachements nationaux demeurent. Les Français, par exemple, restent souvent liés à leur pays d'origine, à travers la famille, les résidences secondaires, les maisons familiales ou le souhait parfois d'y revenir. Ensuite parce que les mobilités contemporaines ne sont pas seulement des refus de l'État. Elles sont aussi une mise en concurrence de territoires qui offrent des combinaisons différentes de protection, d'opportunités, de qualité de vie et de liberté. Quant à la question fiscale, elle existe, mais elle ne peut pas être isolée du reste. Le welfare state demeure aussi un facteur d'attractivité. Quand on compare le coût des études supérieures, de la santé ou de la protection sociale entre la France et les États-Unis, on voit bien que le niveau de revenu nécessaire pour atteindre un niveau de vie équivalent n'est pas le même. Il ne faut donc pas opposer trop mécaniquement mobilité internationale et attachement à des systèmes nationaux de protection. Voici la question la plus vertigineuse de toutes, parce qu'elle touche au fondement même du contrat social occidental. Pendant des siècles, l'équation était simple. Vous naissez quelque part, vous y vivez, vous y payez, vous en bénéficiez. La géographie était une donnée, pas un choix. Ce temps est révolu, et ce n'est pas la mondialisation abstraite qui l'a tué. C'est Teams, Slack, et le fait qu'un client peut désormais se ficher complètement de savoir depuis quel fuseau horaire vous lui envoyez votre note d'honoraires. La citoyenneté est en train de se transformer en abonnement. Elle se résilie. Et la France, en ce moment, ressemble à un opérateur télécom qui augmente ses tarifs, supprime le service client, dégrade le réseau et s'étonne que les gens portent leur numéro ailleurs. Pour un jeune diplômé de 28 ans qui travaille pour une entreprise américaine depuis son appartement à Lisbonne, la notion d'État-nation protecteur est une abstraction philosophique de lycée. Ce qu'il voit concrètement, un taux marginal d'imposition, un délai d'attente aux urgences et le prix du mètre carré à Paris. Il fait le calcul. Le calcul est rapide. Et avant que vous ne sortiez l'argument du dernier recours, celui que tout le monde agite comme un talisman pour se rassurer, « Oui, mais moi je ne parle pas la langue », permettez-moi de vous répondre avec la délicatesse qui s'impose. C'est faux. Vous parlez espagnol depuis la 4e.
Vous l'avez juste oublié parce que vous n'avez jamais eu de raison de vous en souvenir. Medellín va vous rafraîchir la mémoire. En Asie du Sud-Est, la langue des affaires, de la médecine, de l'immobilier et du droit est l'anglais. Bangkok, Singapour, Ho Chi Minh Ville, anglophones dans tout ce qui compte. En Europe du Nord, le niveau d'anglais de la population est tel que vous pouvez y vivre, y travailler, y élever vos enfants et y mourir sans jamais maîtriser le danois ou le néerlandais. Amsterdam, Dublin, Copenhague, pas de barrière linguistique, fiscalité allégée, services publics fonctionnels, recrutement humain. La barrière linguistique était le dernier verrou psychologique du sédentaire. Il vient de sauter. Ce qui reste, c'est un choix, et les gens font ce choix de plus en plus souvent. Cette génération pratique ce que les économistes appellent le vote par les pieds. Et ce vote traduit quelque chose de plus profond qu'un arbitrage fiscal. Une étude récente d'Asaf Razin de l'Université de Tel Aviv, s'appuyant sur des données OCDE, établit que le déclin démocratique tend à accroître les migrations. On ne part pas seulement parce que c'est moins cher ailleurs, on part parce qu'on ne croit plus que les institutions d'ici soient capables de s'améliorer. En France, les débouchés promis par de nombreuses écoles de commerce vacillent. KPMG vient d'annoncer une réduction drastique de ses recrutements de jeunes diplômés consultants, en raison de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un détail conjoncturel, c'est le signal que les métiers les plus standardisés, ceux qu'on apprenait à faire en 6 mois de stage, sont les premiers sur la liste. Pour les autres, le tableau est plus nuancé. Robert Shiller, prix Nobel d'économie à Yale, nous rappelle utilement que les grandes prophéties de destruction technologique sont d'abord des récits, et que les récits ont tendance à simplifier ce que la réalité complique ensuite méthodiquement. L'IA rebat les cartes, elle ne les brûle pas. Mais elle pose une question que j'ai entendu formuler avec une précision remarquable par la directrice de l'école privée où j'inscrivais ma fille il y a quelques semaines. Elle m'a consacré 2 heures d'entretien, 2 heures, pour une inscription en maternelle. Elle m'a dit, en substance, l'IA est fantastique pour quelqu'un qui sait déjà s'exprimer, structurer sa pensée, formuler une demande précise. Mais pour un élève en cours de formation intellectuelle, c'est un défi d'une nature différente, parce que bien utiliser l'IA suppose déjà de savoir communiquer. Or, communiquer clairement, même entre humains, ça prend des années. Avec une machine qui ne pardonne pas l'imprécision, je ne sais pas comment nous allons faire. Un confrère avocat me confiait cette semaine, au déjeuner, ce que lui répétait sa mère, institutrice en maternelle. Dès 3 ans, elle voyait déjà les enfants qui avaient le vocabulaire, la posture, la capacité à formuler une demande, et ceux pour qui tout serait plus difficile. Elle pouvait se tromper, bien sûr, mais le fossé, disait-elle, était déjà là, avant le CP, avant la 6e, avant le bac. L'IA n'a pas creusé ce fossé, elle arrive avec une pelle. Parce que l'enfant de cadre qui a grandi dans un foyer où l'on débat, argumente et nuance depuis le dîner du mardi soir, sera un utilisateur redoutable de ces outils. L'autre risque de produire du bruit et d'appeler ça une réponse. Ce que Schiller appelle l'accentuation des inégalités par la technologie, une directrice d'école privée et la mère d'un confrère l'avait formulé bien mieux que n'importe quel rapport de think tank depuis une salle de classe de maternelle. Dans le public, j'aurais eu 10 minutes, et un formulaire CERFA. Il reste un vrai verrou à l'expatriation que je me dois de nommer honnêtement, les frais de scolarité. À l'étranger, scolariser ses enfants dans un établissement de qualité coûte infiniment plus cher qu'en France, où l'école publique est gratuite. Pour un couple avec 3 enfants en bas âge, la facture peut rapidement devenir rédhibitoire. Ce verrou est réel pour les familles. Il l'est beaucoup moins pour les célibataires, les couples sans enfants ou ceux dont les enfants sont grands. Ce n'est pas un hasard si l'immigration frappe surtout les vingtaines et les trentaines sans attache scolaire. C'est précisément la fenêtre de tir avant que la logistique familiale ne cloue les gens au sol. La France devrait méditer cette chronologie. Elle perd ses talents avant qu'ils n'aient eu le temps de devenir contribuables nets. Quels sont les effets concrets de cette fuite des talents sur les économies occidentales ? Peut-on craindre un affaiblissement durable des bases fiscales et une accentuation des fractures sociales entre ceux qui peuvent partir et ceux qui restent ? S'agissant de la fuite des talents à proprement parler, le danger est réel lorsqu'un pays n'est plus capable de maintenir une balance satisfaisante de ses cerveaux. Si vos meilleurs étudiants, une fois formés, deviennent d'actifs ailleurs et que les arrivées ne compensent pas les départs, vous affaiblissez votre potentiel productif, scientifique et technologique. La richesse d'un pays est fondamentalement une richesse humaine. C'est vrai à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle des villes et des métropoles. On le voit très bien dans l'Union européenne, où certaines mobilités peuvent devenir problématiques. Quand des pays forment des médecins, des ingénieurs ou d'autres professionnels qualifiés, puis les voient partir massivement vers des pays offrant de meilleurs salaires, cela peut devenir un facteur de fragilisation durable. C'est particulièrement vrai pour certains pays d'Europe orientale. Là, le danger est moins fiscal qu'économique et humain. On perd des compétences rares, difficilement remplaçables. Quant à la fracture sociale, oui, elle peut s'accentuer. C'est même déjà l'un des grands thèmes de lecture des sociétés contemporaines, en France notamment, avec l'opposition entre la France des métropoles et la France plus enracinée, moins mobile, moins dotée en capital humain. Ceux qui peuvent partir sont généralement ceux qui disposent de qualifications, de réseaux, d'un accès à des emplois intéressants et rémunérateurs. Ceux qui restent n'ont pas toujours ce levier. Cette asymétrie nourrit des écarts sociaux, générationnels et territoriaux de plus en plus visibles. La fracture est déjà là. Elle a simplement le bon goût de ne pas faire trop de bruit, pour l'instant. Quand un État investit dans la formation de jeunes gens pour les perdre ensuite,
ils se privent de futures recettes fiscales. Le choc budgétaire est particulièrement aigu dans les petites économies à population vieillissante. En France, le coût de formation d'un médecin est supporté quasi intégralement par la collectivité. Reste encore à savoir si ce médecin formé en France peut exercer à l'étranger. Le diplôme français n'est pas automatiquement reconnu au Canada et les équivalences varient selon les pays. Mais le problème le plus urgent n'est pas celui des médecins qui partent, c'est celui des médecins qui restent. Car voici ce qu'est devenu le médecin français en 2026, un opérateur de protocole avec un chronomètre. Il entre, il coche ses cases, il regarde ses tableaux Excel pour évaluer sa rentabilité à la consultation et il met son patient à la porte avant que celui-ci ait eu le temps de mettre son manteau et son écharpe. Le médecin de famille qui se déplaçait à domicile, celui qui connaissait l'histoire de 3 générations d'une même famille, celui qui menait un véritable interrogatoire clinique, disparu. Remplacé par un arbre décisionnel dicté par des autorités de santé composées de non-médecins et par une tarification à l'acte qui récompense la vitesse d'expédition. Et pour résoudre le problème du vieillissement de la population, ce budget qui explose, ces retraites par répartition devenues mathématiquement insoutenables, quelle est la grande réponse de la nation? On réfléchit à l'euthanasie. Voilà notre réponse au vieillissement, non pas soigner mieux, mais partir plus vite. Ce n'est pas de la politique de santé, c'est de la gestion de file d'attente. C'est un aveu d'échec qui devrait glacer le sang. Il ne fait même plus la une. Une étude de Daniel Aher et Max Schaub portant sur l'Europe centrale et orientale montre que les émigrants sont plus libéraux que ceux qui restent. Leur départ s'est accompagné d'une détérioration de la démocratie dans leur pays d'origine. Ceux qui partent ne sont pas seulement les plus contributeurs fiscalement, ce sont aussi souvent les plus critiques, les plus mobiles intellectuellement, les plus enclins à questionner le statu quo. Leur absence laisse le champ libre à un électorat plus captif, moins mobile, plus enclin à choisir la protection sur la dynamique. C'est un appauvrissement démocratique autant que fiscal. La fracture sociale, elle, se creuse entre ceux qui ont les diplômes, les réseaux et le passeport mental pour choisir leur territoire et ceux qui n'ont pas ce luxe. Les premiers partent ou menacent de partir. Les seconds restent et supportent mécaniquement l'ajustement. Hausse des impôts locaux, dégradation des services, déserts médicaux. C'est une nouvelle forme d'inégalité que les indicateurs de la SIC ne savent pas encore bien mesurer, mais que les habitants des zones sous-dotées vivent en temps réel, chaque matin devant un cabinet médical fermé. Dans un pays comme la France, où une part limitée de la population supporte l'essentiel de la contribution fiscale, cette mobilité accrue représente-t-elle un risque structurel? Jusqu'où un modèle social peut-il tenir si ceux qui le financent deviennent les plus enclins à partir? Dans un pays comme la France, où une part limitée de la population supporte l'essentiel de la contribution fiscale, cette mobilité accrue représente-t-elle un risque structurel? Jusqu'où un modèle social peut-il tenir si ceux qui le financent deviennent les plus enclins à partir? Le risque existe, mais il faut le raisonner correctement. Il ne suffit pas de constater des départs, il faut raisonner en solde migratoire et en type de population. Ce qui serait réellement dangereux pour un pays comme la France, ce serait que les catégories les plus productives, les plus qualifiées, les plus entrepreneuriales, celles qui ont les plus fortes capacités de contribution à la production et à la création de valeur, présentent un solde migratoire durablement négatif. Autrement dit, qu'ils partent nettement plus de profils de haut niveau qu'ils n'en arrivent. Dans ce cas, le problème ne serait pas seulement fiscal, il serait beaucoup plus structurel. Il toucherait la capacité du pays à produire, à innover, à former, à entreprendre, et au bout du compte, à financer son propre modèle social. Mais là encore, il faut éviter les raisonnements trop mécaniques. La France conserve de véritables atouts d'attractivité, y compris pour des profils de très haut niveau. Le nombre de laboratoires de recherche d'entreprises mondiales, notamment américaines, installés en France dans des secteurs de pointe comme l'IA, en est une illustration. Ce sont parfois de petites équipes, mais parmi les meilleures au monde, et elles attirent aussi des talents étrangers. Autrement dit, tout dépend de l'équilibre global. Le véritable enjeu n'est pas de savoir si certains partent, mais si un pays demeure suffisamment attractif pour compenser ses départs, retenir une partie de ses talents et en attirer d'autres. C'est cette balance-là qui détermine la solidité ou au contraire la fragilité d'un modèle. C'est la question à 1000 milliards, et la réponse franche d'un fiscaliste qui voit passer les dossiers est la suivante. Nous approchons du point de bascule, et personne dans la salle ne veut appuyer sur le bouton d'alarme. Le modèle social français est une construction remarquable, solidaire, ambitieuse, protectrice. Mais il repose sur une pyramide contributive d'une concentration vertigineuse. Les 10% de foyers les plus aisés acquittent plus de 70% de l'impôt sur le revenu. Cette concentration n'est pas un problème en soi, tant que les contributeurs nets sont captifs. C'est là le nœud. La vache laitière était captive parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait une brèche dans la clôture. Elle le sait maintenant. Face à cette réalité, la réponse de l'État français est d'augmenter encore la pression sur ceux qui restent et de menacer ceux qui partent de les suivre fiscalement pendant 10 ans. C'est une stratégie de rétention par la contrainte,
Elle a un nom dans d'autres contextes. Les historiens l'utilisent volontiers, les juristes aussi, à voix basse, entre deux vers. Restons courtois, nous sommes entre gens de bonne compagnie. Le résultat prévisible, une accélération des départs anticipés, avant la constitution d'un patrimoine significatif, avant que l'exit tax ne se déclenche, avant que le mécanisme d'imposition étendu ne s'applique. On forme des jeunes brillants, on les pousse à partir tôt, et on s'étonne du déficit. C'est un peu comme consolider une digue en puisant les matériaux dans la digue elle-même. Il existe heureusement une nuance à ne pas négliger. Un expatrié n'est pas une vache perdue. En Nouvelle-Zélande, environ 40% de ceux qui émigrent finissent par rentrer, avec des économies, des réseaux et des compétences acquises à l'étranger. Les 3 millions de Français établis à l'étranger représentent une ressource considérable, souvent inexploitée, parfois activement découragés de revenir par une fiscalité du retour aussi peu accueillante que la fiscalité du départ. La France peut traiter ses expatriés comme des ambassadeurs économiques ou continuer à les traiter comme des déserteurs fiscaux qu'on traque à la culotte pendant une décennie. Elle peut réformer sérieusement son école, sa médecine, son marché du travail, ou continuer à produire des rapports sur ces sujets tous les 6 mois en attendant que ça s'arrange tout seul. La brèche dans la clôture, elle, est grande ouverte. Les vaches les plus laitières sont de l'autre côté. Et la réponse de la nation à ce départ massif de ses meilleurs contributeurs me rappelle cette vieille publicité pour Mars. Un jeune homme vient de vivre une déception amoureuse. Il frappe à la porte d'un couvent. Le moine ouvre. Entre la porte et la poignée en fer forgé, un sachet vide de Mars. Quelqu'un est passé avant lui. Mars et ça repart. C'est touchant. C'est même sincère, probablement. Mais entre un emballage froissé et une politique cohérente de réforme fiscale, scolaire et médicale, les vaches ont fait leur choix. Elles ont pris un aller simple. Et personne ne leur a envoyé de CERFA pour confirmer la prise en compte de leur départ. Merci à tous les deux, et à bientôt sur Alpha Actier.